Juste avant de Oui. passer à la parole à la salle, Monsieur Renaud Favier, je rappelle donc directeur des relations internationales de la CFCI, Oui. l'Assemblée. Monsieur Giget, qui aura la parole encore tout à l'heure, vous aurez l'occasion d'apprécier son propos. Donc, Renaud Favier, l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie. Petite présentation également. Alors, c'est vrai que qui dit commerce mondial dit automatiquement, pour les acteurs nationaux, commerce extérieur. Je crois que votre propos va porter sur le fameux COMEX, qui est réellement le moteur de la croissance à faire redémarrer au plus vite. Monsieur Favier. Une petite dizaine de minutes et ensuite nous parlons avec la salle. J'ai bien compris le message. Donc une petite dizaine de minutes. J'en aurais volontiers redonné quelques-unes. Ça me paraît très bien. J'appuie sur gauche-droite. J'en aurais volontiers redonné quelques-unes à mon prédécesseur parce que c'était passionnant. Et j'espère que ces slides et présentations seront sur le site internet de l'organisation. Moi, je mettrai aussi mon papier pour faire gagner du temps à tout le monde. Les chambres de commerce, donc CCI et CCI International, c'est 30 000 personnes en France qui y travaillent, c'est 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires, ça fait de nous à peu près, ça ferait de nous la 100e entreprise de France au niveau de Pernod Ricard si on était une entreprise consolidée. C'est 150 entités qui sont un petit peu moins consolidées qu'on le voudrait, mais malgré tout, au sein de ces 30 000, il y en a près de 600 qui travaillent à l'international. Ça veut dire en verre à moitié plein et vide, on en parlait ce matin. Le verre à moitié plein, ça fait de nous le premier acteur collectif en France. Ubifrance doit avoir 450 personnes à peu près, et il n'y a aucun autre réseau organisé qui soit spécialisé dans l'appui aux entreprises et le service à l'exportation. Donc 600, ça fait de nous le premier acteur. 600 sur 30 000, ça veut dire que je représente 5% de l'activité de ma boutique. Je ne suis que très modeste et marginal dans le fonds de commerce. Mais les chambres de commerce, donc 4 milliards de chiffre d'affaires, dont une partie de service à l'appui à l'internationalisation des entreprises, parce qu'on considère que l'internationalisation, c'est, comme disait un de mes élus, vital. J'ai 5000 élus, ça fait probablement de nous l'entreprise qui a le board le plus nombreux en France. On s'interroge en ce moment sur les constitutions des conseils d'administration. Nous, on a probablement une assez forte représentativité des entreprises françaises, grandes, moyennes, petites, etc. Donc, les impulsions qui nous sont données, les impulsions qui me sont données à moi pour faire mon boulot et pour organiser celui des 600 personnes qui travaillent en appui aux entreprises, en appui à l'internationalisation, en formalité, mais aussi en conseil stratégique, etc., ça vient des entrepreneurs, ça vient des gens qui sont sur le terrain, à la fois en France et à l'étranger. Accessoirement, nous sommes connectés, je pense que c'est le mot, sur le réseau des chambres de commerce et d'industrie françaises à l'étranger. On a eu ce matin des témoignages de la chambre en Chine. Il y en a 100 et quelques, 110 je crois, dans 70 pays. C'est encore 800 personnes de plus qui travaillent en appui à l'action internationale de la France, en appui aux entreprises qui sont déjà à l'étranger surtout, mais en appui aussi à celles qui cherchent à y aller. Donc ça c'est pour le panorama. François David a commencé avec l'opening joke. Je ne vais pas faire le closing joke parce que je sais que vous le gardez toujours. Hein. Je vais faire juste un intermediate joke. Aux États-Unis, quand on met deux gars dans un garage, 10 ans plus tard, c'est Microsoft ou c'est Apple. Chez nous, on a tendance à dire, on met deux gars dans un garage et ils continuent à faire des santons 10 ans plus tard et ils continuent à être des santons ou des fromages de chèvre, etc. Et on a un vrai problème de croissance de nos entreprises. C'est pas moi le mieux placé pour évoquer ce sujet-là, mais enfin, on a un petit problème de croissance. Sauf que c'est pas une fatalité. Tous ceux qui voyagent en Asie, ou même partout dans le monde d'ailleurs, ont déjà vu les boutiques de l'Occitane en Provence. L'Occitane en Provence, qui fait des savons, accessoirement de l'huile, tous les machins, des parfums, enfin plein de trucs maintenant, ça n'existait pas il y a 15 ans. C'est une très belle success story à la française et qui s'est déployée à l'international essentiellement. C'est pas à l'international de deux manières. Dans les villes touristiques, c'est de l'international, et puis à l'étranger. Il me reste 2 minutes, c'est ça, monsieur Pignon ? Je vous en prie. 2 minutes. Donc l'Occitane en Provence. Je rappelle qu'avant crise, alors maintenant ça a changé un petit peu, son patron, qu'est-ce qu'il avait comme projet pour mi-2008 ? Une mise sur le marché à Hong Kong, à la bourse de Hong Kong, une IPO de 400 millions de dollars pour financer le développement en Asie, pour être connecté sur les bonnes sources en Asie, etc. L'IPO a été reportée. Ça n'empêche pas que quand vous allez au Shangri-La, vous trouvez du shampoing de l'Occitane en Provence dans la salle de bain, que quand vous vous baladez à Hong Kong, à Taipei, n'importe où, en Asie, dans n'importe quelle ville, en Thaïlande, en Indonésie, vous trouvez des boutiques l'Occitane en Provence. Entre une boutique Vuitton
et une boutique Chanel ou une autre boutique d'ailleurs de marques qu'on ne connaît pas mais qui sont tout aussi luxe ou tout aussi chic. Donc ça marche, la France ça marche, et l'Occitanie en Provence c'est l'exemple que j'aime bien, parce que ça a fait tout pour pas marcher, quoi. Faire des savons provençaux, pourquoi est-ce que diable on irait vendre ça au fin fond de l'Asie? Et pourtant ça marche. On le trouve même d'ailleurs pour les gens qui fréquentent les salons d'Air France qui ont cette chance, on le trouve même dans les petites sacoches d'Air France, donc ils sont vraiment partout à l'international. Pourquoi relancer le moteur? Parce que c'est ça. L'Occitane en Provence, s'il n'avait pas été à l'international, il serait encore dans son garage à vendre ses santons ou ses savons. Donc l'international, pour nous, on fait le même constat que M. Giget faisait tout à l'heure, à moins 60 milliards, que ce soit moins 65 ou moins 155, ça ne change pas la donne. Ça contribue négativement à la croissance, ça contribue aux alentours de moins 0,6 à la croissance, et le déficit à ce niveau-là, c'est à peu près 3% du PIB, c'est bien. Pour faire du Maastricht avec déjà 3% rien que sur le commerce extérieur, ça va être dur. Il y a un certain nombre de causes qu'on connaît, toutes celles qui sont pas en gras, toutes celles qui sont en haut sont bien connues. Les trois que nous, on analyse au niveau des chambres de commerce de manière un petit peu plus spécifique, c'est le sujet PME. Est-ce que les PME sont de bons véhicules pour aller à l'international? Si on dit elles sont petites, le patron a d'autres choses à faire que l'international, elles n'ont pas tellement d'oxygène en France, on n'a pas une politique de croissance des PME, on a plutôt une politique un petit peu de jardin d'enfants. Ok, on fait en sorte qu'elles puissent survivre, mais on les fera pas faire Polytechnique. Pas toutes, pas beaucoup en tout cas. Donc est-ce que ces véhicules peuvent aller à l'étranger? C'est vrai, ils sont un peu petits, c'est plutôt des Fiat 500 que des grosses Mercedes. Ça n'empêche pas. Il y a des gars qui sont allés à Katmandou avec des 4L. La notion de double débrayage. Bon, ça c'est une formule juste pour faire un peu médiatique et pour faire la métaphore de l'automobile et du moteur. Double débrayage, on a un débrayage entre l'exportation et la valeur ajoutée, et on a un débrayage entre les contrats des grands groupes, les grands contrats, notamment les grands contrats COFACE, et la part française. C'est une réalité, c'est pas... Un grand groupe, pour remporter un contrat, doit localiser, doit faire travailler les fournisseurs locaux. Alors les entreprises françaises peuvent s'implanter localement pour être parmi les fournisseurs locaux, mais c'est pas d'une simplicité biblique. Donc il y a un débrayage, il y a une transmission qui se fait un peu plus difficilement qu'avant. On a moins qu'avant. Quand on a un grand contrat, j'en sais rien, de centrale nucléaire, de paquebot, Dieu sait quoi, on a moins qu'avant, naturellement, toute une ribambelle de sous-traitants qui trouvent du business. Les autoroutes de l'export, ça c'est mon dada. Vous trouverez un article là-dessus dans l'excellent Classe Export, le magazine, un des deux magazines du commerce international. L'autre, c'est le MOSI. Le MOSI, c'est celui qui fait ce supplément excellent sur l'équipe de France de l'export dans le numéro de cette semaine. Donc, les autoroutes de l'export, c'est quoi? C'est dire, aujourd'hui, vous êtes une entreprise française, vous avez un peu des départementales devant vous pour aller d'un point A à un point B. Pour aller vite et pour aller plus loin, il vaut mieux avoir des autoroutes, c'est-à-dire il vaut mieux avoir des voies qui soient regroupées, des voies où assez facilement on passe de l'une à l'autre. C'est quoi la métaphore? C'est qu'il y a un système public, COFAS, OSEO, Ubifrance, etc. Il y a un système consulaire, les chambres de commerce d'industrie à l'étranger. Il y a des systèmes privés, il y a des voies privées pour aller à l'international, puis il y a toute une série de réseaux. C'est pas plus mal si ces réseaux fonctionnent un petit peu de manière coordonnée, ou en tout cas si l'entreprise peut accéder à un système d'internationalisation qui soit un peu cohérent. Une minute? 30 secondes. 30 secondes pour 3 slides. Alors, donc, ça c'est diagnostic. Qu'est-ce qu'on fait? On interroge les entreprises pour savoir ce qu'elles veulent. Qu'est-ce qu'elles nous disent? Elles nous disent, l'international, c'est naturel pour nous. On n'est pas des crétins, on sait très bien qu'il faut se développer, on sait très bien que 99% du marché est à l'étranger, on voit où sont les contraintes, mais enfin, fondamentalement, on voit que c'est un défi à relever et que c'est une démarche naturelle. Ceux qui disent que c'est une contrainte, les 12%, on en a interrogé 500, on a interrogé des patrons de PME de 25 à 500 employés. Qu'est-ce qu'ils disent? C'est marrant, ils disent les procédures réglementaires administratives complexes à gérer, c'est en rouge. Un tiers des gars qui disent qu'il y a une contrainte à l'international disent c'est l'administration qui nous complique la vie. C'est vrai, c'est pas vrai, en tout cas c'est leur constat, c'est leur discours, c'est leur ressenti d'entrepreneurs, c'est par rapport à celui-là qu'on doit nous apporter des réponses pour leur dire les gars, vous pouvez avoir plein de bonnes raisons de ne pas faire d'international, mais pas celle-là, si nous on apporte des solutions. Et apporter des solutions, c'est faire en sorte que la PME, qui est donc au milieu d'un environnement un peu compliqué, l'environnement, elle le voit comme ça. Elle voit qu'il y a des machins territoriaux, qu'il y a des trucs étatiques, c'est une série de... il y a un univers autour d'elle. Il n'y a pas un soleil, il y a toute une série de planètes. On essaie de faire en sorte que ces planètes soient compréhensibles, que le système solaire soit expliqué aux entreprises, et on essaie de fabriquer, alors ce que Christine Lagarde a appelé l'équipe de France de l'export. Alors vous disiez tout à l'heure, Monsieur Falget, qu'on pouvait retrouver donc ces documents sur le site internet de la CCI et également d'autres